bonjour à tous. Donc je suis Bruno Van Esdal, le président de Linxo Group. Je suis ravi de vous accueillir tous pour ce premier live panel webinar sur le thème de l'open banking et l'optimisation du parcours d'octroi de crédit. Un petit disclaimer pour commencer, ce webinar sera enregistré. Donc, on a souhaité faire ce premier webinaire sur ce thème de l'open banking et de l'optimisation de l'octroi de crédit. C'est un cas d'usage que nous voyons chez Linxo en très forte accélération au niveau de nos clients et de nos prospects. Et on a souhaité convier à ce webinaire deux de nos clients. Donc Meilleur Taux en la personne de Guillaume Autier, un CEO de Meilleur Taux, et Charles Egli, CEO de United Credit, qui pourront contribuer leur retour d'expérience sur ce sujet, ainsi que Julien Maldonato du cabinet Deloitte, qui pourra nous donner la perspective également du cabinet de conseil. Ce cas d'usage open banking pour l'octroi de crédit présente des bénéfices très clairs. Il se développe bien sûr en France, mais aussi à l'international. On regardera un petit peu ce sujet et on verra que ce qui a été fait n'est que le début et qu'il y a beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de valeurs à apporter sur ce domaine. En introduction également, je vais laisser nos speakers se présenter et puis on pourra commencer le webinaire et je vous parlerai un petit peu de logistique également aussi. Au niveau de nos speakers, Guillaume. Bonjour à tous, on m'entend bien? Oui, très bien. Bonjour à tous, Guillaume Autier, donc je suis le président du groupe Meilleur Taux. Le groupe Meilleur Taux, c'est un groupe qui a 3 missions: informer, comparer, accompagner ses clients dans l'ensemble des services financiers de détail. Groupe qui a été créé il y a une vingtaine d'années. Charles. Bonjour, Charles Egli, je suis cofondateur et CEO de United Credit. Donc United Credit, c'est une plateforme tech pan-européenne de crédit et paiement. On est présent dans 5 pays aujourd'hui, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. La société a lancé son activité fin 2011. Merci Charles. Et Julien? Julien, nous ne t'entendons pas. Pardon, le classique du mieux. Donc je disais Julien Maldonato, je suis associé dans le cabinet Deloitte, cabinet qui était connu en France surtout pour ses fonctions d'audit, de contrôle et qui aujourd'hui accompagne les entreprises sur le conseil. Et en particulier, moi je les accompagne sur les sujets d'innovation dans l'industrie des services financiers. Merci Julien. Donc dans l'équipe d'animation pour ce webinaire, nous avons également Aurélie qui est notre responsable marketing, ainsi que Nicolas et Florian qui dans notre équipe Sales et Business Development. Donc Aurélie, Nicolas et Florian seront à l'écoute des questions que vous pourrez poser dans le text chat. Donc n'hésitez pas, on prendra quelques questions en cours de route et on essaiera de garder un petit peu de temps pour les questions également à la fin. Voilà, donc sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet. Et je vous propose de commencer par la question de pourquoi l'utilisation de l'open banking pour l'octroi de crédit. Start with why. Donc, quelle stratégie mettre en œuvre et les premiers retours d'expérience. Et donc, je laisse la parole à Charles et Guillaume pour commencer pour ces premiers retours d'expérience. Vas-y Charles, je t'en prie. Alors,
Alors de manière très simple, hein, juste peut-être pour un petit rappel, comment on utilise l'open banking chez United Credit, et j'imagine que c'est assez similaire chez Meilleur Taux. De manière traditionnelle, donc avant que l'open banking arrive, un prospect, quand il venait sur notre site, remplissait un formulaire de demande de crédit. Donc, il remplissait des informations sur son état civil, sur ses salaires, ses revenus, etc. Et ensuite, soumettait sa demande de crédit. Grâce à l'open banking, on lui propose de renseigner le login et le password de son compte principal, plutôt que de faire un tunnel long. Donc ça permet pour le prospect une expérience client sublimée, donc un tunnel plus court, plus rapide, sans casse-tête. Pour nous, United Credit, on a accès à davantage d'informations parce que avec le login et le password, on peut aspirer l'historique bancaire sur 3 à 12 mois du prospect, donc on a accès à plus d'informations et surtout, on a accès directement à l'information brute que l'on puise dans la banque. Donc il n'y a pas de risque de fraude ni de risque de manipulation de la donnée. Donc ça a plusieurs avantages. Donc pour le prospect, c'est quelque chose de plus facile, plus simple, et pour nous, établissement de crédit, ça nous permet d'analyser de manière beaucoup plus fiable et plus fine, surtout, la demande de crédit. Alors, dans notre cas, je dirais qu'il y a toujours un peu deux angles sur l'open banking. Il y a un angle data et un angle UX. Nous, le principal driver du projet qu'on a mis en place jusqu'à présent, ça a été l'angle vraiment UX. On est vraiment parti du parcours client. Et on a fait le choix d'appliquer l'open banking d'abord à un métier qui est le RAC, c'est-à-dire le regroupement de crédit. Métier pour lequel, en fait, les informations qu'on a besoin de recueillir sont quasiment toutes présentes dans les comptes bancaires. Quand on fait du crédit immobilier ou même du crédit conso, on a beaucoup d'informations qui concernent le projet du client. Et le projet du client, évidemment, ça ne se lit pas dans les comptes. Par contre, le regroupement de crédit, c'est beaucoup des données de profil et ça se lit plus dans les comptes. Et donc, on a, au fond, cherché d'abord à simplifier un parcours client en laissant, au fond, le choix à notre client entre donner un certain nombre d'informations qui sont assez nombreuses, notamment tous les crédits en cours, les revenus, etc., ou bien aller chercher ces informations directement dans les comptes bancaires. Et c'est pour ça que nous avons d'abord appliqué donc l'open banking à notre parcours de regroupement de crédit. Et puis, comme l'a dit Charles, au fond, dans ce type de projet, il y a un peu que des gagnants parce que en facilitant l'UX et le parcours client, on augmente aussi, et ça c'est à notre avantage, la fiabilité des données qu'on récupère, parce que toutes les données qu'on récupère dans le cadre de parcours de formulaires sont au fond des données déclaratives. Chez nous, plus ou moins tous les parcours démarrent par des formulaires déclaratifs. Mais qui dit déclaratif dit inexact, marge d'erreur. En allant chercher dans les comptes, au contraire, des données exactes de revenus, de charges, de crédits en cours, de capital restant dû, eh bien, on peut avoir dès l'étape du formulaire, dès le début du parcours, des données exactes. Faisons le test pour ceux d'entre nous qui participent à ce webinaire et qui ont des crédits en cours. Est-ce que vous êtes capable de citer au centime près, le montant du capital restant dû sur le crédit? Moi, j'en suis pas capable et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Avec l'open banking, bien sûr, on récupère cette donnée au centime près et de façon extrêmement fiable. Donc, gain du X et gain de fiabilité dans les données. Et je rajouterais même quelque chose sur les revenus, c'est pareil. Les établissements de crédit comme nous demandent le revenu mensuel. Alors souvent on se demande c'est quoi? C'est le net, c'est le brut. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un 13e mois? Donc, face à la récurrence des salaires sur un historique bancaire de 3 à 6 mois, la question c'est donc on aspire ces différents salaires. Et il y a aussi une autre information, par exemple, que l'on voit via l'open banking, c'est l'IBAN. Voilà. Souvent, on peut demander, traditionnellement, on demandait à l'utilisateur de remplir son IBAN ou de uploader son IBAN. Là, plus besoin, il est aspiré directement. Voilà. C'est très pratique. Eh ben, merci à tous les deux. Julien, tu es en contact du coup avec un certain nombre d'acteurs. Est-ce que ça résonne avec ce que tu peux constater plus généralement dans le domaine? Absolument. En fait, l'Europe qui a donc encadré cette ouverture des données, elle entend, les autorités entendent redonner un petit peu de pouvoir ou de maîtrise
des consommateurs face à leurs données qui aujourd'hui sont détenues par de multiples producteurs ou fournisseurs de services, notamment services financiers. Et sans attendre les textes, Linkso était pionnier dans finalement cette connectivité nouvelle où on fait les liens et on permet à l'utilisateur d'échanger sa donnée, de la partager plus facilement, si je puis dire. Donc à ISO périmètre sur les filières existantes et notamment la filière crédit qui se prête très bien à cela puisque dès le départ le crédit, et on vient de l'expliquer, se baser sur cette donnée via les relevés bancaires, donc qui avait ce côté pénible à fournir, soit en déclaratif, soit sur base de PDF, voire de papier dans les anciens process. Donc on vient accélérer par la connectivité, fluidifier ce process à minima, puis après à augmenter, comme venait de dire Guillaume, la qualité. Et on est dans un mouvement où on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que, et on en reparlera tout à l'heure, sur cette base d'avoir déjà amélioré l'existant, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités nouvelles qu'on pourra décrire tout à l'heure. Mais on est donc sur un mouvement récent. Là, on a affaire aux pionniers, mais il est loin d'être démocratisé. Tous les fournisseurs de services ne l'utilisent pas encore. Mais l'action qu'on a auprès d'eux de sensibilisation porte ses fruits puisque aujourd'hui on commence à voir apparaître beaucoup de demandes chez tout type de fournisseurs et notamment dans le crédit pour accélérer à minima ces parcours, les fiabiliser. Ça a aussi une vertu pour tout le système financier, cette fiabilisation pour améliorer la sécurité du système, et là encore on y reviendra. Ce mouvement européen est plutôt bien parce qu'il encadre là où d'autres continents encadrent moins, avec les travers qu'on connaît, on y reviendra là encore. Donc très beau mouvement, et puis félicitations donc, aux trois pionniers, Inso, Bruno, toi, Charles et Guillaume, d'ouvrir la voie et de montrer l'exemple. Merci Julien. Est-ce que vous avez des compléments à apporter tous les trois aussi sur quelques tips entre guillemets pour la mise en œuvre et ce que vous avez observé sur le chemin, éventuellement des chiffres à partager aussi pour informer les personnes qui voudraient se lancer. Je peux commencer, Guillaume, si ça te va. Alors, bien évidemment, l'open banking, c'est intéressant à la fois pour le prospect, sa demande de crédit, mais également pour l'établissement de crédit qui octroie le crédit, puisque ça améliore les coûts de traitement, ça diminue fortement la fraude. Néanmoins, pour ce faire, il faut booster l'adoption, le taux d'adoption du bank reader. C'est pas évident d'aller sur un site et de renseigner le login et le password de son compte principal bancaire. Enfin, c'est pas une démarche simple. Donc voilà, il y a tout un travail de réassurance. Néanmoins, on voit que dans les pays dans lesquels on propose cette option, le taux d'adoption est très élevé. On avait commencé avec l'Espagne et on avait tout de suite obtenu 30 à 40% d'adoption. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc 80%, c'est 4/5 des prospects qui donnent spontanément login et password de leur compte bancaire principal pour faire une demande de crédit. En France, on est à 20-30%. Donc, c'est assez surprenant. Nous, on a été très surpris. On pensait qu'au lancement, on plafonnerait à 5-10%. Mais finalement, le taux d'adoption est assez élevé. Alors après, quand on y pense, finalement, ça n'est pas plus intrusif que de demander l'upload des derniers relevés de compte bancaire, demander l'upload du bulletin de salaire, de l'avis d'imposition, etc., etc. Il y a quand même un intérêt assez immédiat pour le prospect quand on lui demande l'accès à ses comptes bancaires, c'est qu'il n'a pas à uploader toute une série de justificatifs. Donc voilà, ça je pense que c'est la principale explication. En tout cas voilà, le challenge c'est de rassurer le prospect et donc bien évidemment de booster le taux d'adoption du bank reader.
Je dirais sur le sujet que vient d'évoquer Charles, qui est en effet un sujet très important, le problème se pose un peu différemment selon le moment où on introduit le collecteur sous le contrôle de Charles. Dans le cas d'United Credit, il y a eu plusieurs projets, mais c'est essentiellement au moment de l'instruction du crédit, c'est-à-dire après que il y a eu différents contacts et que le client a déjà franchi un certain nombre d'étapes. Dans notre cas, le parcours dont j'ai parlé, au fond, le connecteur intervient très très tôt, c'est-à-dire dès le troisième écran de notre vrac et sur la page publique du site. Ça n'est pas dans l'espace logué, c'est sur la page publique du site qu'on propose au client de synchroniser ses comptes. Nous, on peut le dire, le taux d'usage que nous avons, je l'ai dit, on laisse l'option, soit vous synchronisez vos comptes, soit vous répondez aux questions du formulaire. On a un taux d'usage d'à peu près 25%, qui nous a d'ailleurs nous-mêmes surpris, on le trouve très élevé à cette partie du formulaire. Il est clair que à une partie plus tardive, dans un espace logué, on pourrait compter sur des taux d'usage plus élevés. Mais là, donc très tôt dans le parcours et sur la partie publique du site, on a déjà quasiment un quart des clients qui choisissent de synchroniser leur compte bancaire. Donc ça, c'est un premier enjeu qui est de travailler sur l'UX. Et là aussi, une autre différence avec United Credit, c'est que nous ne sommes pas établissement de crédit. Et donc, nous n'avons pas le même agrément. Et donc, l'UX n'est pas tout à fait la même. On doit faire apparaître, au fond, un certain nombre de widgets. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux d'intégration qui sont un petit peu plus poussés pour des acteurs qui, comme nous, n'ont pas les mêmes agréments et ne sont pas établissements de crédit. Je dirais, je vais me borner à les mentionner pour pas être trop long, mais il y a, à mon avis, 3 autres enjeux concrets qui sont très importants et auxquels il faut réfléchir. Premièrement, le modèle de données. On récupère beaucoup de données et les CRM qu'on peut utiliser sont pas toujours adaptés à ça. On a souvent des données déclaratives, on a souvent des CRM qui permettent de recueillir des documents, mais des CRM qui sont assez peu adaptés au fait d'enregistrer un très grand nombre de données, des milliers et peut-être même des millions de transactions bancaires. Donc, il faut bien réfléchir à ce sujet, comment je vais stocker d'une façon économe l'ensemble des données que je vais récupérer. Le troisième sujet, c'est pour pouvoir exploiter ces données, il faut réfléchir au fond à l'usage que je vais en faire dès le début. Qu'est-ce que je vais faire passer sur ces données? Des moteurs de classification, des sujets de crédit. Il faut évidemment réfléchir à ce sujet avant. Nous avons testé d'ailleurs dans un premier temps en voyant quelles sont les données qu'on pouvait récupérer avant de faire un modèle au sens statistique du terme. Mais ça, c'est évidemment un sujet très important parce que récupérer des données et ne pas pouvoir les exploiter après, c'est évidemment un peu casse-pied. Et puis le quatrième sujet, c'est qui dit données dit bien sûr RGPD, dit anonymisation, dit attention très importante portée à l'usage de ces données. Ça reboucle d'ailleurs avec le premier sujet. Ce sont des sujets sur lesquels il faut être très transparent vis-à-vis du client pour bien lui expliquer l'usage qu'on va faire des données. Et puis bien sûr être très très rigoureux sur l'application très stricte des principes du RGPD, notamment l'anonymisation et puis le respect de la finalité. Parce qu'on est évidemment très très tenté de dire je vais lire dans les données bancaires tout un tas de choses, mais bien sûr il faut respecter scrupuleusement au fond le lien entre les données qu'on collecte et la finalité, le contexte dans lequel ces données ont été collectées. Donc voilà pour moi les quatre sujets techniques et pratiques essentiels dans l'implémentation d'un projet d'open banking. Très intéressant, merci Guillaume. Julien, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce thème. Non, effectivement, expliquer les différences géographiques qui sont liées à la culture essentiellement. À l'extrême chinois, on a dans les grandes villes 100% des individus qui non seulement partagent leurs données de paiement aux deux grands qui sont WeChat et Alipay, mais partagent également tout leur comportement de vie, la façon dont ils interagissent avec leurs proches, et tout ça forme un score social qui, là-bas, est culturellement accepté. En Europe, et en France en particulier, dans les études qu'on mène auprès des Français chaque année, on voit quand même un point d'inflexion qui s'accélère entre il y a quelques années où on avait moins d'un Français sur 2 qui acceptait de partager sa donnée vis-à-vis de fournisseurs financiers, à aujourd'hui 70% qui se déclarent prêts à partager la donnée, notamment cette donnée de paiement, contre un intérêt commun. Évidemment, il faut trouver la valeur. Et dans le cas particulier du crédit, je le disais, c'est vrai que l'acceptance est forte parce que on avait l'habitude de partager un minima ces relevés. On comprend que pour évaluer son risque, il faut montrer la façon dont on se comporte vis-à-vis de son argent. Donc c'est commencer par ces cas d'usage-là pour aller plus loin, parce que le plus loin, c'est
au-delà du one-shot, hein, demander une fois cette collecte, peut-être amener de la récurrence pour prouver que ça a aussi de la valeur d'être de manière récurrente connecté avec ses fournisseurs pour que ces fournisseurs nous aident à gérer le risque ou en amont à détecter des besoins nouveaux qu'il faudrait couvrir. Donc qu'on soit plutôt en front conseiller distributeur où là il y a beaucoup de cas d'usage autour de la collecte et l'identification de besoins ou producteur pour identifier les possibles et éventuellement les recouvrir s'il faut aller jusqu'au recouvrement. On n'a pas parlé de l'initiation de paiement qui est aussi un des cas d'usage de l'open banking permis par cet encadrement. Donc on a effectivement une adoption qui est aussi constatée dans nos sondages en France, qui était un pays culturellement peut-être en retrait sur ces sujets-là, mais qui est en train de rattraper pas mal toutes les autres cultures. Merci Julien. Et bon, du coup, on a cité déjà un certain nombre de bénéfices. Mais je pense que ce sujet bénéfice, je le trouve vraiment très intéressant. Et en tant que fournisseur de technologie, hein, nous on fournit des API pour essayer de simplifier au maximum l'intégration d'un parcours d'octroi de crédit à derrière toutes les banques en gommant toutes les différences qu'il peut y avoir pour se connecter avec toutes les banques, hein. Donc, nous, on fournit de la technologie. C'est une technologie qui est dans un domaine qui est régulé, hein. Donc, on a une autorisation auprès de la CPR. On est vraiment dans la fintech, hein, parce qu'il y a ce côté technologie dans un environnement réglementé. Mais en tout cas, en tant que fournisseur de technologie, c'est passionnant de voir l'utilisation qui est faite de la technologie par nos différents clients et ce qu'ils arrivent à explorer et la valeur qui est créée. Je vous propose de revenir de façon très synthétique sur les bénéfices que vous voyez à la fois pour l'institution financière et pour le client. Voilà, si vous pouvez peut-être relister très rapidement les bénéfices pour les deux côtés. Tu veux que je commence, Guillaume? Ça te va? Ça a l'air bien rodé comme numéro, donc je t'en prie. Alors, de manière très simple, pour le prospect qui fait sa demande de crédit, le fait qu'il renseigne login et password de son compte bancaire principal lui permet un formulaire plus court, donc dans lequel il n'aura pas à remplir tout un certain nombre d'informations déclaratives. Et également, ça va lui permettre de ne pas avoir à uploader des justificatifs PDF. Type relevé de compte bancaire, bulletin de salaire, IBAN. Et surtout, ça va permettre une réponse quasi automatique. Donc ça, c'est les 3 avantages pour le prospect qui fait une demande de crédit. Alors, je pourrais citer un 4e avantage, c'est que étant donné que ça donne plus d'informations, ça permet potentiellement d'étendre le crédit à certaines classes de personnes qui traditionnellement étaient peu servies par les banques. Typiquement ceux qui ont des salaires non récurrents, donc freelance, intermittent, etc. Bon, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Côté établissement de crédit, il y a également plusieurs avantages. Déjà, ça permet de fournir une expérience client sublimée au prospect. Donc, voilà, ça permet de l'attirer plus facilement. Ça limite fortement le taux de fraude, puisqu'on a accès directement à l'information brute en provenance de la banque, sans manipulation intermédiaire par soit le prospect, soit des opérateurs. Et troisième point, ça permet d'accéder à des données beaucoup plus riches, mais également à des données non conventionnelles. Alors ça a un fort intérêt, notamment en France où il n'y a pas de fichier positif. Voilà, je vais laisser Guillaume continuer. Oui, je pense qu'on reviendra un petit peu plus loin sur, au fond, l'impact marché, notamment les nouveaux produits, les nouvelles offres que ça a permis de développer. On y reviendra dans un instant, mais moi, je dirais, au-delà des 2 points essentiels mentionnés par Charles, c'est-à-dire un point UX, parcours client, un point fiabilité,
Moi, j'ajouterais un troisième point qui est spécifique à un cas d'usage qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui est au fond l'agrégation permanente. Parce que là, on a beaucoup parlé de l'agrégation au fond ponctuelle. On demande une fois l'accès au compte, on récupère les données et on n'a pas de nouvel accès. Mais dans un cadre qui est évidemment très, très spécifique, qui est encore plus encadré, on peut avoir accès à une agrégation permanente. Et là, la valeur ajoutée qu'on peut y trouver, c'est au fond d'avoir une information mise à jour quotidiennement sur nos clients et donc de l'utiliser pour une relation un petit peu plus riche, un peu plus continue dans le temps avec nos clients. Donc nous, c'est un cas d'usage auquel on travaille. C'est pas encore live aujourd'hui, mais on y travaille pour les semaines et les mois qui viennent. Et c'est sûr qu'en plus du parcours dont j'ai parlé, de l'agrégation ponctuelle, eh bien l'agrégation permanente peut amener quelque chose de plus par rapport à la relation qui est aujourd'hui très ponctuelle dans le temps qu'on a avec nos clients et d'essayer de travailler sur au fond, passer un peu de la photo au cinéma, c'est-à-dire une relation plus continue. Donc ça, c'est un sujet également que permet l'agrégation et le passage par les connecteurs bancaires, l'open banking. Merci Guillaume. Julien? Oui, donc, si j'assume pour ajouter, on a vu donc les bénéfices pour l'utilisateur qui sont une expérience sublimée parce que plus efficace. On voit arriver des nouveaux bénéfices pour lui qui sont de comprendre aussi ses propres besoins, les identifier avec lui. Donc là, c'est partagé avec le distributeur. Ce que vient de dire Guillaume, d'être connecté en permanence avec son conseiller, c'est d'être mieux servi au final et ce qu'on appelle le juste à temps, c'est-à-dire avant même de percevoir qu'on a besoin de on a un produit qui le détecte grâce à ces données et qui vient rebondir. On peut aller plus loin que le crédit, c'est-à-dire que derrière, on peut imaginer gérer du risque assurantiel et proposer des produits d'assurance et tout type de produits. Finalement, on va vers ce qu'on appelle le beyond banking parce qu'en comprenant le comportement de dépenses d'un consommateur, ben, on peut le conseiller dans de la consommation plus durable, plus responsable. Donc, on a beaucoup de belles perspectives dans le quotidien qu'on peut amener auprès du consommateur, avec tous ces sujets d'acceptance, évidemment, que je citais tout à l'heure sur la culture. Sur le producteur, qu'on soit producteur de crédit ou d'autres types de risques à porter, on a une amélioration des modèles pour gérer ce risque. On a aussi évoqué de la fraude. Donc, globalement, on a une autorité et une autorité de supervision qui se réjouit aussi d'une sécurisation du système financier au sens large grâce à cette meilleure maîtrise de la donnée. Et puis, ça fait déjà beaucoup de choses. Non, je pense que on est vraiment au tout début d'une belle histoire qui permet globalement de révolutionner nos services financiers au sens large. Et donc, je me réjouis à l'avance d'accompagner ça parce que même nous, qui faisons partie en tant qu'auditeurs de la stabilité du système, nous-mêmes, utilisons en fait ces connecteurs, cette connectivité nous-mêmes pour aller au-delà de l'échantillonnage qu'on avait l'habitude de faire, amener à faire des contrôles plus profonds des entreprises, aller au-delà de leur temps, mais de mieux comprendre les flux, la vie de l'entreprise et d'appréhender ses risques. Donc on a vraiment tout intérêt globalement à cette complexité autour de la donnée, qui est un bénéfice pour tous. Bruno? Merci à tous les trois. On va peut-être regarder s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Aurélie? Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Super. Oui, effectivement, il commence à y avoir plusieurs questions. Je vois que Nicolas est assez actif pour y répondre. On a une question d'Hippolyte. Peut-être que Hippolyte veut poser la question lui-même. Alors, je sais qu'il y a une première partie de la réponse, la question qui a été répondue par Charles et Guillaume sur le taux d'adoption de l'open banking par les clients. Est-ce que, Hippolyte, vous voulez poser la deuxième partie de la question? Oui, bonjour à tous. Ma question portait justement sur les mécanismes de réassurance que vous mettiez en place chez United des meilleurs taux et comment vous faisiez en sorte que les clients adoptent davantage le mode de pose des données.
Tu veux... Vas-y, Oui, Guillaume. je pense que c'est un sujet en effet qui est très important. Je pense que c'est autour de deux sujets que sont la transparence et la fluidité. Je pense qu'il faut vraiment ne pas lésiner sur, au moment où le parcours démarre, dire, écoutez, voilà ce qui va se passer, voilà les données qu'on va collecter, voilà l'usage qu'on va en faire. Donc ça, c'est évidemment très important. Et ensuite, bien sûr, un parcours dans lequel on a toujours un petit temps de latence, hein, parce que bon, pour ceux qui sont familiers de ces parcours, on renseigne le nom de banque, un login, un mot de passe, et ensuite il y a un petit temps d'agrégation. Il faut faire en sorte que ce parcours soit le plus fluide possible. Et donc autour de ces deux sujets, de ces deux ingrédients, eh bien, on peut augmenter le taux d'adoption. C'est sûr que si le parcours il est opaque et qu'il est chaotique, le taux d'adoption baisse assez mécaniquement. C'est le même principe, hein, bien évidemment, chez United. Nous, on explique bien le pourquoi de ce parcours. Voilà, c'est un parcours moderne qui vient remplacer une expérience traditionnelle. Donc, plutôt que de demander beaucoup de justificatifs, on demande uniquement login et password du compte bancaire principal. Et après, je partage ce que dit Guillaume, hein. Quand c'est parfaitement explicité, le taux d'adoption est surprenamment élevé. Donc, transparence et explication. Voilà, moi je rebondis hein, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est clé pour nous depuis le début et sur l'ensemble des cas d'usage. La qualité du parcours, le, le, la mise en avant des bénéfices que l'utilisateur va avoir sont clés. Et en fait, finalement, on peut faire une métaphore, une comparaison par rapport au monde physique, hein. Dans un monde physique, on a envie de rentrer dans un magasin qui est propre, qui a des beaux produits et qui a des choses innovantes. Dans le monde digital, c'est un petit peu pareil. Si on voit des bénéfices clairs et on a envie d'y aller et on va être plus rassuré de le faire si le parcours est très professionnel, très propre. Donc c'est deux éléments qui sont vraiment clés. Et les taux d'adoption sont au rendez-vous derrière. Et historiquement, les taux d'adoption, on ne les voit que monter hein, depuis le début. Au fur et à mesure, il y a quand même de la pédagogie. Les consommateurs comprennent de mieux en mieux la réglementation européenne. Il y a eu de la communication aussi dessus. Et aussi, pour rebondir sur ce que disait Charles, sur le partage des logins mots de passe, de plus en plus, les logins mots de passe sont partagés dans un parcours aussi dans lequel ils sont rentrés dans une interface de la banque avec un système de redirection, ce qui fait que cette partie qui pouvait être aussi un petit peu délicate pour certaines personnes de confier le login et le mot de passe, en fait, de plus en plus avec les API d'SP2, ça sera fait directement sur l'interface de la banque, ce qui peut être un élément de réassurance complémentaire. Autre élément aussi de réassurance, on ne force jamais le parcours open banking, hein. On laisse toujours le choix au prospect, soit de se diriger vers un parcours traditionnel avec un formulaire déclaratif long et un upload de justificatif, ou alors il passe par un tunnel raccourci open banking, hein. Donc on laisse toujours l'option à l'emprunteur, enfin au prospect, ce qui est de nature à le rassurer. Eh ben merci pour cette question. Aurélie, je ne sais pas si on a le temps pour une autre question ou si on continue. On continue parce qu'effectivement, On va continuer. Le temps passe vite. Peut-être en quelques minutes, parler du contexte plus international. Alors, vous avez commencé à en parler déjà avant, mais je crois qu'il y a des vraies différences sur certains points, sur comment le crédit est octroyé, même historiquement en France versus dans d'autres pays, et comment l'open banking vient rajouter sa pierre, entre guillemets. Donc, je vous laisse nous présenter les différences que vous avez pu voir. Tu veux que je commence, Guillaume, ça te va ?
Alors, là, c'est sûr que ça va être uniquement Charles. Le meilleur taux est un acteur 100% français. On va plutôt laisser Julien et Charles contribuer sur ce sujet. Alors, je vais essayer d'être synthétique. Nous, on exerce dans 5 pays, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. De ce que l'on observe en Europe, vous avez 3 types de pays. Alors, il y a un pays à part, donc c'est la France, qui n'a pas de fichier positif. Un fichier positif, c'est quoi? C'est un fichier qui recense pour chaque citoyen les crédits en cours et s'il a des défauts ou non sur ces crédits en cours. Et aussi, ça peut renseigner aussi dans certains cas la nature des défauts. Est-ce que c'est un défaut depuis longtemps ou depuis peu de temps? D'autres fichiers positifs renseignent également les défauts sur vos abonnements telco, eau, gaz, électricité, ou alors si vous avez des PV non payés, comme je sais pas, comme stationnement interdit, etc. Donc, en France, il n'y a pas de fichier positif. Il n'y a que des fichiers négatifs que l'on appelle FICP et FCC, et donc ce sont des sortes de blacklists qui ne renseignent que les personnes qui ont des incidents de PO. Ensuite, vous avez des pays comme Espagne et Portugal qui présentent donc une information positive, donc crédit en cours avec des impayés et d'autres informations. Néanmoins, dans ces 2 pays, Espagne et Portugal, l'information est assez lacunaire parce que ça ne prend pas en compte les crédits de petits montants ou en deçà d'un certain encours. Et ensuite, les dates de rafraîchissement de l'information sont, la fréquence de rafraîchissement de l'information est faible. Donc ça, c'est le 2e groupe de pays. Le 3e groupe, c'est Italie, Allemagne. Donc ça, ce sont des fichiers positifs très avancés, donc qui sont très précis sur encours, capital restant dû, montant initial, maturité, taux des crédits en cours, et qui ont une fréquence de rafraîchissement des informations assez poussée. Donc, quand on a dit ça, la question sur l'open banking est assez intéressante. Donc, en France, l'apport de l'open banking est assez clair. Ça permet une richesse supplémentaire d'informations. Et surtout, en France, le palliatif à l'absence de fichiers positifs, c'est la demande de nombreux justificatifs assez intrusifs, comme le relevé de compte bancaire. Donc là, avec l'open banking, on n'est pas obligé de demander toute cette série de justificatifs. Et surtout, on a le même niveau d'information que toutes les grandes banques traditionnelles. En France, l'absence de fichiers positifs faisait que les grandes banques, qui avaient 20-25% de part de marché, avaient in fine en interne leur fichier positif. Là, avec l'open banking, on peut revenir au même niveau. Quand on est en Italie et en Allemagne, bien évidemment, ces fichiers positifs, ça coûte cher. Donc là, fait par l'INXO permet de fortement réduire le coût d'acquisition, le coût de traitement d'une demande de crédit. Et ensuite, dans des pays comme le Portugal ou l'Espagne, l'avantage se situe entre les avantages que l'on a en France et les avantages que l'on a en Italie et en Allemagne. Voilà, de manière synthétique, comment on aborde les différences européennes avec l'open banking. Merci Charles. Et pour prolonger, effectivement, l'Europe tend à s'harmoniser parce qu'elle est encadrée, je le disais, par cette directive des services de paiement DSP2 et c'est une très bonne chose puisque ça apporte la réassurance dont on parlait tout à l'heure, ça apporte une protection pour le consommateur très forte, ce qui n'est pas le cas d'autres continents. J'ai cité la Chine tout à l'heure qui est devenue une source d'inspiration puisqu'aujourd'hui les GAFA américains copient la Chine dans cette volonté d'être toujours au contact du consommateur pour comprendre sa vie et servir au mieux.
la Chine et les grands portefeuilles qui sont Alipay et WeChat Pay ont déjà depuis longtemps fait cette convergence du paiement et du crédit, de permettre aux utilisateurs d'être dans l'instant crédit, puis l'instant assurance, puis l'instant tout. Donc, on est par cette analyse perpétuelle de la donnée dans des process instantanés au bout du pouce, hein, même dans le crédit entreprise. Alipay octroie plus de 20 millions de crédits aux entrepreneurs par an. Alors, il n'a pas le même marché, certes, mais parce que ça se fait en un clic au bout du pouce, parce que en anticipation de besoin, on voit que la trésorerie va manquer. Donc, on propose instantanément à l'entrepreneur de s'ouvrir une ligne. Donc, effectivement, on a des cultures très distinctes, mais qui quand même commencent à influencer et les États-Unis, je le disais, parce que les GAFA, notamment Google, Facebook et Apple, s'intéressent particulièrement à ces sujets-là, d'utilisation de la donnée, notamment de paiement, pour proposer et devenir des distributeurs de services financiers. Mais en Europe, on travaille d'aller au-delà de cette directive des services de paiement. Vous le savez peut-être, la Commission européenne travaille à des textes étendus, Open Finance, qui ouvrirait au-delà de la donnée de paiement tout type de données qui sont aujourd'hui détenues par les producteurs et améliorer du coup cette connectivité, hein, c'est vraiment le bon mot, cette fluidité du système pour que, encore une fois, tout le monde soit gagnant, éviter les frictions et améliorer le système. Merci Julien. Bah, ça nous fait une transition toute trouvée sur la question suivante, hein, qui est finalement quelle est votre vision du futur, hein. Je crois que tout à l'heure on a dit ce n'est que le début. Donc voilà, si vous voulez partager un petit peu pour cette question finale votre vision du futur, l'évolution du rôle de l'analyse. Oui, bonjour, vous allez bien? Je crois qu'il y a un micro allumé intempestif. Bon, je vais me lancer. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur au fond les perspectives d'avenir, à la fois sur un plan réglementaire. Moi je dirais pour retenir un certain nombre de sujets, focaliser sur un certain nombre de sujets. Premier sujet, je dirais nouveau parcours, nouvelles techno qui permettent des nouveaux produits. Je pense qu'il y a un sujet, par exemple, qu'on voit dans le domaine du crédit conso. Alors, je me risque dans ce domaine qui est le terrain de spécialité d'United Credit. Je vais quand même en dire un mot et je laisserai Charles éventuellement corriger si je dis des bêtises. Mais un produit comme, par exemple, le microcrédit personnel est en fait d'apparition très, très récente en France. Il y avait du microcrédit pro depuis pas mal de temps avec des acteurs comme l'ADI, par exemple, qui font du microcrédit pro. Mais le microcrédit à titre personnel était extrêmement peu répandu jusqu'à il y a 2-3 ans et on voit que pas mal d'acteurs, alors ils travaillent peut-être pas tous avec l'INSO, mais enfin bon, on est là pour parler d'une techno et pas forcément uniquement d'un acteur en particulier, mais se sont lancés parce que les technos d'open banking permettent au fond des temps de réponse, des parcours extrêmement simplifiés qui sont compatibles avec ce produit. Faire un crédit de moins de 1 000 € et y passer énormément de temps, récolter énormément de documents, on voit bien qu'il y a une inadéquation et que ce type de produit très petit crédit conso n'est possible qu'avec un parcours extrêmement simplifié et donc l'open banking le rend possible. Donc vraiment un nouveau produit qui n'a pu émerger que parce qu'il y a cette nouvelle techno. Deuxième sujet évolutif, je pense que on a tous dans nos métiers, dans des métiers de crédit, au fond, des logiques de score et des logiques de filtre. Il reste encore dans des métiers comme le crédit IMO, le crédit conso, des filtres qui sont parfois un petit peu arbitraires. Alors, ils sont liés évidemment à une expérience et il y a des données qui ont été récoltées, mais je pense que on peut imaginer qu'à l'avenir, ces filtres vont évoluer, vont s'assouplir parce qu'on aura par l'open banking une capacité à accéder à plus de données et avoir une vision plus fine du profil des clients. Un exemple de ça, moi, je suis frappé par le fait que, en règle très générale, si vous dites, notamment en crédit conso, si vous dites que vous êtes hébergé à titre gratuit, c'est-à-dire vous n'êtes ni locataire ni propriétaire, mais vous habitez chez quelqu'un, et typiquement chez vos parents, si vous êtes un jeune actif, ça, en général, ça vous ferme l'accès au crédit. Ça, en général, c'est vraiment no way pour l'accès au crédit parce qu'on imagine que si vous devenez locataire 1 an ou 2 ans après, ça va faire une augmentation de charge. Bon, on voit bien le raisonnement derrière. Mais cela étant, il y aurait une façon de contourner ça en ayant un accès à des données de profil plus subtiles, plus fines. Et donc, typiquement, c'est le genre de filtre dont moi, je m'attends à ce qu'il évolue à l'avenir.
Et puis, troisième sujet, ça a été mentionné, je crois, par Bruno un petit peu plus tôt, les sujets de fraude. On sait que, d'ailleurs, on a tous été plus ou moins confrontés à ça. Hein. On a, dans des parcours assez classiques, où on récupère des documents, parfois une exposition à une certaine forme de fraude où eh bien, des dossiers de crédit sont faits par des gens qui récupèrent des pièces. Si on est basé sur, au fond, une logique de login, mot de passe, comme c'est le cas en open banking, eh ben, c'est un niveau de sécurité supplémentaire, de même que quand vous vous authentifiez à un site web, non pas en créant un login et un mot de passe, mais en utilisant celui de votre compte Facebook ou de votre compte Twitter, eh ben, ça rajoute un nombre, ça rajoute un niveau de sécurité parce que, a priori, vous ne partagez pas ce login et ce mot de passe avec quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que dans beaucoup de parcours, on va considérer, les acteurs bancaires, j'imagine, vont finir par considérer qu'un parcours open banking, au fond, rajoute un niveau de sécurité, notamment dans l'authentification du client. Et puis, peut-être quatrième sujet, un petit peu plus évolutif, je pense que l'open banking, c'est vraiment un sujet qui est une très belle illustration de la tendance, je dirais, un petit peu sociétale vers qui est propriétaire des données. Vous savez qu'il y a ce débat qui revient de façon assez régulière, qui est de dire, au fond, qui est propriétaire des données, avec même certains observateurs qui poussent pour que les clients soient rémunérés pour les données qu'ils donnent aux plateformes. Et au fond, derrière l'open banking, il y a un peu ce principe qui est que mes données bancaires, c'est moi, client, qui en suis propriétaire. Donc, je pense qu'on est vraiment à la pointe d'une évolution très profonde dans la société française, européenne et de façon plus générale dans la société occidentale sur la notion de propriété des données. Donc, voilà un peu, moi, les tendances que je vois pour l'avenir. Merci Guillaume. Charles et Julien, vous voulez ajouter quelque chose? Alors je peux peut-être compléter. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume. Sur son premier point, l'intérêt de l'open banking sur les crédits de petits montants, ça c'est sûr que ça permet de diminuer les coûts de traitement. D'ailleurs, on a lancé, United Credit a lancé un partenariat avec Lydia donc on a développé la brique crédit dans l'application Lydia pour des crédits de petits montants. Donc ça vient bien illustrer le propos de Guillaume. Également, comme disait Guillaume dans son second point, l'open banking permet une vision plus fine du prospect. Et effectivement, ce sujet du lieu d'habitation, habitez-vous ou pas chez vos parents, nous, on vient de supprimer cette question, ce point-là, il y a 2 ou 3 semaines. Donc, effectivement, l'open banking permet de supprimer certaines questions qui sont désormais moins pertinentes. Deux autres illustrations de l'open banking. Traditionnellement, les personnes qui sont en freelance ou qui ont des salaires peu récurrents ou peu réguliers, ceux-là sont traditionnellement non financés par les établissements traditionnels et on comprend pourquoi. Avec l'open banking, on a accès à des informations supplémentaires et sur une durée potentiellement plus longue. On peut accéder à un historique bancaire de 3 à 12 mois, par exemple. Donc, en analysant tous les mois la récurrence des salaires, on peut se rassurer sur l'aptitude du prospect à engranger régulièrement des revenus. Également, on peut se rassurer sur l'aptitude du prospect à bien savoir gérer son budget via l'analyse de l'évolution de son solde bancaire. Donc en gros, l'open banking permet de remettre dans le circuit du crédit certaines personnes tout à fait légitimes d'emprunt. Et ensuite, sur le troisième point de Guillaume, sur le sujet de la fraude, rien à ajouter, c'est évidemment quelque chose de très précieux. La fraude, c'est quand même entre 1/4 et 1/3 des pertes nettes en crédit. Donc, plus on diminue le taux de fraude, mieux on se porte. Merci Charles. Et pour prolonger, si on parle d'avenir, mes collègues américains ont 2 grandes tendances durables qui vont se dessiner sur les 10-20 prochaines années. La première, c'est DeFi, diminutif de Decentralized Finance. Donc, l'idée d'ouverture de la donnée et des microservices, puisqu'on n'en a pas parlé, mais je reviens, il y a l'initiation de paiement qui est aujourd'hui encadrée. Il y aura d'autres microservices qui sont possibles en API par la connectivité.
Donc tout ça amène une chaîne de valeur finance qui est en train de devenir granulaire et donc décentralisée, moins maîtrisée par une filière unique très centrale qui ne découpait pas, en France en particulier, la distribution, le conseil de la production. Et au sein même de ces deux grands pôles, distribution et production, on va pouvoir encore descendre dans la granularité grâce à la finance décentralisée. La deuxième tendance par les Américains et les Chinois, c'est autonomous finance, donc une finance autonome. Là encore, les progrès de la science de la donnée, les algorithmes auto-apprenants vont nous permettre, dans quelques années, une autonomie plus forte, en tout cas, dans cette gestion des flux système. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces connecteurs, on a au milieu un algorithme qui va pouvoir gérer le flux en temps réel et éviter les excédents de trésorerie pour les placer, pour anticiper un besoin de financement et déclencher automatiquement du crédit. On va aller vers cette fonds grâce à l'open banking. L'open banking était un préalable et c'est tant mieux que l'Europe ait pris le soin de le réguler, de l'encadrer. Un préalable pour aller vers cette modernisation du système. Donc, je le redis, décentralisation, autonomisation ou finance autonome sont les deux grandes tendances qui vont nous occuper les 10-20 prochaines années. À transformer complètement une finance qui n'avait pas beaucoup changé depuis une centaine d'années. Eh ben, merci à tous pour cet éclairage du futur. Je vais tenter un petit récapitulatif et une conclusion. Donc, on voit hein, que ce cas d'usage open banking dans l'octroi de crédit est passionnant, qu'il s'inscrit dans un mouvement sociétal de reconnaissance que les données appartiennent aux consommateurs. C'est encouragé par la réglementation DSP2 en Europe. Un des messages clés, c'est qu'il n'y a que des gagnants. Hein, au niveau de l'utilisateur, c'est une meilleure UX, c'est plus rapide, c'est aussi quelque chose de plus transparent et plus partagé. Hein. Il y a un peu cette notion que l'utilisateur peut voir combien il pourrait emprunter. Donc c'est un petit retournement dans le schéma. C'est plus inclusif. Hein. Si vous habitez chez vos parents, vous allez pouvoir avoir un crédit maintenant grâce à l'open banking. Du côté de l'institution financière, je vais sûrement en oublier, mais on a vu que c'est des données plus fiables, c'est plus de données, c'est moins de risques, c'est une réduction de la fraude, c'est un process aussi qui est plus rapide, c'est plus efficace aussi, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vont pouvoir se faire automatiquement. C'est plus inclusif et ça aussi, dans ce cas-là, l'institution financière y gagne. Quelques bonnes surprises, le taux d'adoption, hein, on a entendu des taux d'adoption qui peuvent aller jusqu'à 70%. Je crois que United Credit a communiqué sur le chiffre de 60% des dossiers financés qui passent par l'open banking. Bientôt 80, en Espagne. 80, voilà, donc ça ne fait qu'augmenter en tout cas, c'est pas fini. Donc voilà, même si on dit que c'est que le début, bah finalement on voit que c'est déjà assez avancé sur des acteurs qui sont pionniers et qui révolutionnent le métier, à l'image de United Credit ou de Meilleur Taux. Voilà, et puis ce point sur le CRM, l'exploitation des données, là on voit que c'est des sujets qu'il faut bien appréhender. Toute la richesse des données, l'analyse des données, ça c'est aussi un sujet qui est assez intéressant. Quelques mots pour le futur. Voilà, la finance plus autonome, et puis tout ce qui est decentralized finance, dans lequel cette thématique s'inscrit aussi assez naturellement. On a mentionné très rapidement aussi l'initiation de paiement et on commence à voir poindre du côté de Linkso aussi des cas d'usage qui mixent initiation de paiement et accès au compte et dans des cas d'usage où on paye et dans le paiement il y a du crédit et du coup on utilise aussi le service d'initiation de paiement.
J'en profite du coup pour annoncer qu'on va faire un webinaire sur l'initiation de paiement aussi dans les prochaines semaines. Donc, stay tuned. Voilà, peut-être je laisse la parole à Aurélie qui pourra vous indiquer peut-être quelques next steps, plus des points de logistique à la suite de ce webinaire. Oui, tout à fait. Et tout d'abord, merci aux principaux speakers et aux participants de ce live panel d'avoir participé aujourd'hui. Au vu du nombre de personnes qui a été présent, je m'associe avec Linkso Group pour dire qu'on est plutôt ravis de votre présence. On n'a pas pu on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais effectivement, on les a notées. On essaiera d'y répondre de manière individuelle. Et les questions, merci Anna pour le compliment. Les questions qui concernent nos différents speakers pourront leur être envoyées le cas échéant. De manière très concrète, on a, comme l'a dit Bruno en début de live panel, on a enregistré ce live panel, donc on va regarder le rendu et le monter le cas échéant si la qualité est au rendez-vous. On pourra vous le partager en vous envoyant un email individuel pour récupérer le lien de cette vidéo. Donc voilà, et ensuite, comme l'a dit Bruno, un prochain live panel qui s'organise. Il y a quelqu'un qui n'est pas en mute, mais un prochain live panel qui est plutôt début juin sur l'initiation de paiement. On espère aussi vous retrouver sur ce live panel. Voilà, en tout cas, merci à tous et on vous souhaite une très belle journée. Un grand merci à nos speakers, puis merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, très bonne journée à tous.